Bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons aujourd'hui Jean-Christophe Lagarde, député maire UDI de Drancy. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, qui est avec moi pour co-présider cette émission. Bonjour Michel. Bonjour Fabien. Alors vous connaissez le principe, vous avez 40 minutes pour poser toutes vos questions à notre invité. Michel et moi-même, nous nous ferons un plaisir de les retransmettre en direct à notre invité. Alors Jean-Christophe Lagarde, commençons par l'actualité qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Dimanche, le FN s'est imposé à Brignoles alors que la participation était en hausse. Alors est-ce que selon vous, le vote du FN est devenu un vote d'adhésion aujourd'hui? Non, je ne crois pas une seule seconde. Et d'ailleurs, il ne faut pas faire dire à Brignoles ce que Brignoles ne dit pas. D'abord, c'est un canton qui a déjà eu un conseiller général FN. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'extrême droite ne progresse pas dans notre pays. Et elle progresse naturellement sur un terreau, le terreau de la crise, mais surtout sur le terreau de la rage des Français qui ont écouté les promesses, les engagements de François Hollande pendant la campagne, à qui on promettait un changement, qui s'aperçoivent en réalité qu'ils ont été trahis, trompés, ballottés. Et cette tromperie-là, elle crée de la rage, de la désespérance qu'on voit au premier tour d'ailleurs, dans cette élection comme dans d'autres. C'est que les candidats de M. Hollande sont éliminés dès le premier tour, parce que les gens ne veulent plus entendre parler, ne croient plus un mot de ce que raconte le président ou les candidats socialistes, quels qu'ils soient. Puis la deuxième chose, c'est que c'est un vrai avertissement pour l'opposition. En clair, les gens ne veulent plus entendre parler du PS, mais ils n'ont aucune envie du retour de l'UMP. C'est la raison pour laquelle, il y a un an, anticipant cette situation, nous avions souhaité créer l'UDI, rassembler tous les humanistes, tous les gens du centre et du centre droit, parce que nous sommes les seuls depuis 30 ans à ne pas avoir exercé le pouvoir. Il se trouve qu'on a parfois participé à des majorités, mais on ne tenait pas le manche. Est-ce qu'une autre des leçons de Brignoles, c'est pas la fin du Front républicain, l'impossibilité de se coaliser contre le Front national? Je crois absolument pas ça. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter depuis 2 jours? Que parce qu'un parti fait des voix, emporte une élection, subitement, il aurait plus raison? Mais ça ne rend pas le Front National, ça ne rend pas l'extrême droite moins xénophobe. Son projet politique est toujours fondé sur la discrimination nationale, sur des idées stupides, absurdes, infinançables, comme la retraite à 60 ans. Personne n'oserait promettre quelque chose d'aussi démagogique s'il aspire à gouverner, comme l'explosion de l'Europe, ce qui multiplierait la dette de la France, et donc de chaque Français, par 4. C'est pas parce qu'il gagne une cantonale partielle, ou même peut-être demain des municipales, que ces idées sont plus acceptables. Et donc le Front républicain doit demeurer. Parfois il réussit, la plupart du temps. Parfois il échoue, ça a été le cas à Brignoles. Vous estimez que l'UMP, qui annonce par certains de ses leaders que le Front républicain n'a plus de sens, se trompe? Je crois que l'UMP doit faire très attention. L'UMP s'est créé sous l'impulsion de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac avait mis une frontière claire entre l'acceptable et l'inacceptable. Et ceux qui hésitent à l'UMP à tendre la main vers l'extrême droite doivent comprendre que pour ce qui nous concerne, en tout cas UDI, s'ils le font, ils nous tourneront définitivement le dos. Pour nous, cette ligne-là est infranchissable. Parce que le projet politique du Front National, qui est à la fois xénophobe et démagogique, ne peut pas correspondre aux valeurs humanistes qui sont les nôtres. Et je disais que c'est justement pour ne pas enfermer les gens dans cette alternance permanente, PS-UMP, que nous avons créé l'UDI pour permettre une alternative. Nous sommes en train de construire un projet politique qui permette de refonder, pas de réformer. Je crois que le gouvernement actuel est en train de rendre le mot réforme détestable. Et nous avons besoin de refonder des mécanismes français qui ne fonctionnent plus, des logiciels qui sont en panne. On va revenir sur cette question des alliances, mais restons peut-être sur l'élection un moment. Beaucoup de gens, d'internautes, de Français disent, mais si vous présentez des listes autonomes aux municipales ou aux européennes, vous participez de l'émiettement du paysage politique et vous risquez de faire le jeu du Front National. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je pense que c'est l'absence d'offre politique qui fait le succès de l'extrême droite. Les gens n'adhèrent pas nécessairement aux idées de la famille Le Pen. Les gens constatent simplement que la politique suivie aujourd'hui par le gouvernement, malgré le changement promis, n'est pas si différente que ça de la politique précédente. Sur les retraites, font quelque chose de différent que Sarkozy? Non, les gens sont trahis, ils ont la rage. Et ils ne voient pas d'alternative. Et donc si nous ne proposons pas une alternative, c'est un cadeau, c'est un boulevard que nous faisons à l'extrême droite, puisqu'ils arrivent en disant, nous, nous avons des idées. En réalité, ces idées-là, c'est purement démagogique. À chaque fois qu'un problème se pose, on vous explique que vous avez raison.
Ben non, la situation et la vie politique, elle est plus compliquée que ça. Sortir, je le disais tout à l'heure, sortir de l'euro, multiplier la dette de la France par 4, c'est juste pour faire plaisir aux gens qui voient qu'il y a une crise dans la zone euro. On leur dit retournons au francs, ça ira mieux. Non, ce serait une catastrophe. D'ailleurs, on a un peu l'impression que les arguments rationnels... Si c'était une solution de sortir de l'euro, vous ne croyez pas que les Grecs, ils l'auraient fait ? Plutôt que de se taper ce qu'ils viennent de supporter comme difficulté. Évidemment que ce n'est pas une solution. Sinon, ceux qui avaient les plus grandes difficultés, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, seraient sortis de l'euro. Simplement, cette démagogie, évidemment, s'il n'y a pas d'offre politique, d'alternative politique en face, eh ben... Mais vous n'avez pas l'impression qu'on est dans une période complètement irrationnelle et que les arguments rationnels que l'on peut opposer n'ont aucune prise sur l'opinion ? Est-ce que vous ne pensez pas que le rôle du politique, c'est de remettre du rationnel dans la population ? Vous savez, vous avez raison sur l'irrationnel. La rage dont je parle, la rage du peuple français, elle est légitime. Il a été trompé, trahi. Aujourd'hui encore, chaque jour, le gouvernement vit dans un autre monde. Nous parle d'une France qui n'existe pas, qui n'est pas la vie des gens. Donc les gens sont en rage, ils ont envie qu'à la fois on les écoute, mais aussi qu'on leur donne un chemin. Ce que le président de la République ne fait pas, ce que le gouvernement ne fait pas, et ce que l'opposition, notamment l'UMP, peine à faire. Nous souhaitons, montrer qu'il y a un chemin pour sortir la France de ses difficultés. Christophe Gard, on va revenir sur le fond, sur la politique du gouvernement, mais revenons plus pragmatiquement aux alliances avec le MoDem et avec l'UMP. Alors, vous allez vous allier de façon pratiquement sûre avec l'UMP dans la plupart des cas municipales, et dans le même temps, vous allez vous allier avec le MoDem pour les élections électorales. Européennes. Européennes, pardon. Honnêtement, où est la cohérence ? Excusez-moi, il y a d'abord deux choses différentes. Avec le MoDem, et François Bayrou, nous avions une divergence stratégique forte. François Bayrou a tenté de voir si le centre, et le centre droit, pouvaient s'allier avec la gauche. La gauche a claqué la porte au nez. François Bayrou revient dans l'opposition. À partir du moment où François Bayrou, avec qui nous n'avons pas de vraie divergence idéologique, est d'accord sur cette stratégie, que nous sommes dans l'opposition et que l'alliance, parce qu'il y a besoin de coalition pour pouvoir emporter des élections et gouverner, se fait assez naturellement avec la droite républicaine, dès lors qu'elle n'hésite pas vis-à-vis de l'extrême droite. Nous n'avons pas de divergence majeure et donc nous pouvons former un rassemblement des centres. Ce ne sera pas dans le même parti, il continuera à y avoir deux partis, mais présenter des candidats en commun, soutenir ces candidats ensemble, etc. Au municipal, c'est une élection à 2 tours. Vous avez effectivement le besoin d'emporter le deuxième tour et donc de coaliser aux européennes. C'est une élection à 1 tour et à la proportionnelle. Et en plus, les européennes, vous le savez bien, c'est le cœur de notre projet. C'est aussi le cœur de la crise. Et nous voulons nous porter un projet qui permette de dire aux Français une chose simple. Aujourd'hui, c'est pas l'Europe qui est en train de faire souffrir la France. L'Allemagne, avec les mêmes règles, les mêmes contraintes, la même monnaie, s'en sort bien. C'est la France qui s'est trompée. Mais s'il y a des problèmes en Europe, et c'est vrai, c'est parce que l'Europe n'est pas achevée, n'est pas aboutie. Aujourd'hui, l'Europe passe son temps à s'occuper de libre-échange, à s'occuper de normes, de contraintes, et elle s'occupe toujours de l'accessoire, de la taille des jouets, du calibre des œufs, ou de je ne sais quelle réglementation, jamais de l'essentiel. Est-ce qu'ensemble on se défend dans la stratégie commerciale avec les États-Unis ? Est-ce qu'on a une stratégie industrielle commune ? Est-ce que l'approvisionnement énergétique est négocié vis-à-vis des fournisseurs en commun ? Je voudrais juste terminer là-dessus, en commun, parce que ça nous permettrait d'être plus forts. Est-ce qu'on gère les flux migratoires ensemble ? Voilà des enjeux. On n'a pas réuni 500 millions de personnes pour calibrer la taille des œufs. On a réuni 500 millions de personnes pour recouvrer notre souveraineté. Donc cette position, vous ne pouvez l'affirmer plus avec le MoDem, avec vos amis centristes, qu'avec l'UMP pour les Européens. Avec le MoDem, nous avons la même vision de l'Europe, ce n'est pas le cas avec l'UMP. D'ailleurs, quelle est la vision de l'UMP sur l'Europe ? Je me le demande encore. Et la différence entre l'UMP et le PS sur l'Europe, je pense qu'il n'y en a pas. Le PS va faire semblant de dire une Europe sociale dont personne ne veut, même pas les socialistes allemands, accessoirement défaits aux dernières élections. La question, c'est que nous devons faire un pas vers une Europe gouvernée, notamment dans la zone euro. Il y aura deux Europes, celle de la zone de libre-échange et celle de la zone euro. Celle-là doit être gouvernée. À propos de l'UMP, c'est Jean-Marc, un internaute, qui demande, il rappelle la phrase de Jean-Louis Borloo disant que l'UMP, comme prétention d'incarner la droite et le centre, est morte. C'était sa phrase fondatrice dans le rapprochement avec le MoDem. Comment continuer, demande-t-il, de s'allier avec ce parti ? Pardon de dire que quand Jacques Chirac crée l'UMP, il veut rassembler la droite et le centre dans le même parti. Je n'ai jamais cru à cette idée, puisqu'il y a des différences et que 2 partis se justifient. En revanche, les hésitations de ces derniers temps d'un certain nombre de responsables du FN, de l'UMP, en direction de l'extrême droite,
effectivement, font de l'UMP un parti de droite et pas du tout du centre. Et puis, pardon, c'est la création de l'UDI, le rassemblement avec tous les centristes qui se trouvent dans l'opposition, qui font que nos divergences existent, elles doivent être assumées et elles porteront une coalition. Parce que par ailleurs, vous reprochez, je réponds à votre internaute, vous reprochez aux Verts d'être allé avec le Parti Socialiste, au Parti Communiste d'être allé avec le Parti Socialiste, au Parti Radical. Pour gouverner, c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays, pour gouverner, il faut une coalition. Eh ben, nous souhaitons proposer une alternative et que cette coalition ne soit pas nécessairement dirigée par l'UMP. En offrant une alternative aux européennes et à d'autres élections, vous le verrez, nous permettons aux Français de choisir qui doit porter l'alternative. Ce n'est pas nécessairement l'UMP. La prochaine élection, Jean-Christophe Lagarde, c'est les municipales. Est-ce que vous avez déjà établi une stratégie dans les grandes villes de France et notamment à Paris ? Alors, dans la plupart des grandes villes de France, qui sont aujourd'hui détenues par des maires socialistes, qui portent les valises du gouvernement et parfois alourdissent encore la facture fiscale par rapport à celle que déjà M. Hollande et M. Ayrault font subir aux Français, nous aurons des listes communes avec l'UMP, parfois d'ailleurs aussi avec le MoDem, et nous allons diriger, conduire un certain nombre de ces listes. La discussion commence à peine avec l'UMP, mais nous partons d'un principe simple. Un maire, c'est vraiment un personnage politique local important. C'est donc la personnalité du candidat qui compte. Là où nous avons les meilleurs candidats, nous conduirons la liste. Là où c'est l'UMP qui a, ils conduiront la liste. Et là où nous ne serons pas d'accord, eh bien, il y aura primaire. À Paris, on entend beaucoup Christian Saint-Etienne se manifester et dire qu'il représentera vos couleurs au municipal. Ah ben, il représentera nos couleurs au municipal et il le fera, je pense, dans une liste rassemblée entre d'ailleurs le MoDem et l'UDI dans un premier temps et sans doute avec nos alliés de l'UMP. Les discussions sont en cours, ne présageons pas de la fin. Vous savez, partout où nous sommes en situation à la fois d'être respectés et de participer à la reconquête territoriale qui est nécessaire pour limiter la casse de la politique nationale du gouvernement, on verra, comment dirais-je, à passer les accords. Dans des villes importantes et des villes moyennes, vous verrez que c'est l'UDI qui conduira des listes. À Paris, je ne pense pas que nous soyons dans cette situation. Si le MoDem fait alliance avec le PS à Marseille, je pense au cas de Jean-Luc Benamias, ce sera un casus belli pour vous, entre l'UDI et le MoDem ? Je ne pense qu'il n'y aura pas le cas de figure que vous évoquez. Ah, vous avez l'air d'en savoir et de ne pas tout dire. Ben, je ne dirai pas tout parce que je ne suis pas MoDem et ce n'est pas à moi de me prononcer. Alors parlons un petit peu du MoDem justement. On a beaucoup de questions internautes là-dessus sur le retour de François Bayrou dans le cercle du Rassemblement centriste. Alors vous citiez son porte-parole en 2007. Est-ce que vous pouvez de nouveau travailler avec lui ? Oui, à partir du moment où la stratégie politique devient commune et qu'elle est claire. Mon désaccord avec François Bayrou en 2007, il est simple, c'est que je pensais que le chemin dans lequel il s'engageait le conduisait vers une impasse. Il a changé ? Ah, il a évidemment évolué. Il y a quelques mois, il appelait à voter François Hollande. Aujourd'hui, il dit qu'il est clairement dans l'opposition à François Hollande. Je suis clairement dans l'opposition à François Hollande parce que je pense que, d'abord, on ne peut pas gouverner un pays quand on lui a à ce point menti. Parce que le pays vous rejette. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et ça revient à votre question initiale sur l'extrême droite. Deuxièmement, je pense que la politique économique qui est conduite est une catastrophe pour notre pays, l'étranglement progressif de l'économie et des familles françaises. Et troisièmement, parce que je pense que ces gens sont dans le déni de réalité. Je peux vous prendre un exemple. J'ai posé une question par écrit au Premier ministre il y a 15 jours. On va y revenir. Je lui ai demandé de me répondre, il ne me répond pas. J'ai posé la même question à M. Cazeneuve la semaine dernière. Je ne pose pas la question de savoir pourquoi ils ont augmenté les impôts sur les Français. Je le sais, c'est un autre débat, c'est de la polémique politique. On va poser cette question. Je demande à ce qu'on prenne en compte la vie réelle des gens à qui ils ont décidé de faire payer des impôts alors qu'ils n'en payaient pas avant. Et je n'obtiens pas de réponse. Ce n'est pas pour moi. Moi, je payais déjà les impôts avant. Mais il y a 1 million de familles qui ont besoin de savoir, qui ont besoin que l'État leur réponde. Et on nous raconte des histoires, des statistiques, des fariboles. Est-ce qu'on peut revenir dans la vie réelle des gens ? Et c'est, je crois, une des choses qui fonde aujourd'hui l'opposition d'une très grande majorité de Français à un gouvernement qui leur raconte tout autre chose que la vie réelle. On va revenir une petite seconde sur François Bayrou. Est-ce que vous ne craignez pas que son retour change un petit peu la stratégie de l'UDI et qu'ils prennent le leadership du centre? Mais pardon de vous dire que ça ne va pas changer la stratégie de l'UDI. Pardon de vous dire que ça ne va pas changer la stratégie de l'UDI. L'UDI s'est créé il y a 1 an, presque jour pour jour, pour rassembler tous les gens du centre droit, les humanistes, les fédéralistes européens, qui se trouvent dans l'opposition à François Hollande. Il se trouve qu'à l'époque,
François Bayrou ne se sentait pas dans l'opposition à François Hollande. Il y est aujourd'hui et il a dit opposition déterminée et constructive. Exactement ce que l'UDI disait il y a un an. En quoi changerait-il la stratégie? Mais vous allez être confronté à des échéances, comme 2017. Il faudra mettre en place une stratégie pour 2017. Est-ce qu'il ne faudra pas mettre en place une primaire des centres pour la campagne présidentielle? D'abord, je disais il y a un instant que nous souhaitons proposer une alternative. Elle se fera à un moment ou à un autre dans une coalition, mais nous voulons diriger cette coalition. Donc évidemment, il faudra qu'il y ait un centriste qui soit candidat à l'élection présidentielle. Et il faudra trouver un mode de désignation. Et il faudra trouver un mode de désignation. Mais vous ne croyez pas qu'il serait assez ridicule de parler en 2013, avec les difficultés du pays, d'un mode de désignation? Et pardon de vous dire, moi je vois les choses de la façon suivante. Au municipal, c'est la conquête territoriale, la reconquête territoriale qui commence. Et notre implantation territoriale, qui est une des forces de la famille du centre et du centre droit. Deuxième chose, aux européennes, ce projet européen, une Europe qui aboutisse et qui effectivement, entre guillemets, soit gouvernée et pas cette espèce de truc techno qui s'occupe des détails, une Europe gouvernée qui s'occupe de l'essentiel et pas de l'accessoire, c'est notre projet politique. Il y aura ensuite les élections cantonales, départementales, pardon, et régionales, où nous allons pouvoir renforcer cette implantation territoriale. Eh bien, c'est après que la question de la présidentielle se posera, avant la vie des gens. Après la question des candidats à la présidentielle. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'anticiper un éclatement de l'UMP et la reconstitution d'une sorte d'UDF, nouvelle formule, contemporaine, actuelle? Mais est-ce que c'est pas ça que vous avez en arrière-pensée? Non, moi je passe pas mon temps à fantasmer. Non, mais je parle pas de fantasme, je parle de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Écoutez, on voit bien que quand on regarde l'UMP, par exemple, les candidats à la présidentielle, les présidentielles, ils sont tous d'anciens RPR. Il n'y a pas un petit problème là? Mais s'il advenait... Bah, évidemment, mais attendez, le résultat de l'UMP au bout de 10 ans, 11 ans, c'est qu'on a mis des gens de droite et du centre dans le même truc, on a secoué tout ça, et au bout de 10 ans, il ne reste plus que des gens de droite. Bon, donc il n'y a plus de centre. La réalité est celle-là, c'est une des raisons pour lesquelles le centre avait besoin de se retrouver au sein de l'UDI. Mais je vous fais observer la chose suivante. Moi, je ne fantasme pas sur l'explosion de l'UMP, c'est pas mon sujet. Accessoirement, ce sont nos alliés, ils connaissent des difficultés, chacun le voit, il n'y a pas de leadership, il y a une difficulté de ligne politique, mais c'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est de créer une alternative qui permette aux Français de choisir autre chose que l'UMP et le PS. Parce que, pardon, ça fait 30 ans que l'alternance se fait entre l'UMP et le PS, 30 ans qu'on passe d'un excès à l'autre, 30 ans que la France fait du surplace, pendant que nos partenaires, l'Allemagne pour commencer, mais également les autres pays d'Europe, eux, avancent. Nous voudrions que la France avance enfin, et ce rassemblement, il est fait pour permettre, entre guillemets, aux Français de choisir une voie qui vient d'être plébiscitée, je vous ferai remarquer, en Allemagne. Madame Merkel, elle n'a jamais raconté des fariboles à ses électeurs. Il y a parfois eu des efforts à faire, mais ils étaient équitablement répartis. Et aujourd'hui, ce pays va mieux que le nôtre. Justement, on va y venir, on va aborder le fond. Aujourd'hui, à l'Assemblée, on débat budget. Mais avant de parler du dossier fiscalité, on va faire une bonne séquence fiscalité avec vous, Jean-Christophe Lavergne. On va parler de retraite. Donc le vote, d'ailleurs, en première lecture de la réforme a lieu tout à l'heure, à 16h. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la contre-proposition que vous faites? Mais elle est mauvaise, cette réforme, ou pas? Quelle réforme? La réforme des retraites. Quelle réforme? Donc vous avez dit tout à l'heure que c'était la même que celle que l'UMP avait faite. Non mais attendez, pardonnez-moi, quelle réforme? Réformer, c'est changer. Alors, le texte sur les retraites qui va être voté tout à l'heure. Réformer, c'est changer. Qu'est-ce qu'on change? On allonge la durée de cotisation et on augmente les cotisations. Sarkozy avait allongé les durées de cotisation, il n'avait pas augmenté les cotisations. C'est ça le changement? C'est ça le changement maintenant? Il faut arrêter de se moquer du monde. Nous avons, c'est vraiment un vrai symbole de l'immobilisme français. Nous avons un système de retraite financé essentiellement sur le travail. Ce système de retraite, il date de 1945-46. Il ne correspond plus à l'économie française. Il ne correspond plus à une économie mondialisée. Il ne fonctionne plus. Or, il y a bien un sujet qui est prévisible, c'est la retraite. On sait quand vous serez à la retraite, on sait quand un gamin de 15 ans sera à la retraite, donc on connaît les cohortes, on connaît les conditions, on connaît tout. Et on ne change rien. Ce système qui est basé essentiellement sur une fiscalisation du travail, avec une multitude de chapelles, la retraite des libéraux, la retraite des régimes spéciaux, la retraite des agriculteurs, etc., est déséquilibré entre lui-même et injuste pour les Français. Donc vous dites qu'il faut un régime commun. Et donc, il faut mettre fin aux régimes spéciaux. Il faut revoir totalement
70 ans après. On peut quand même se poser des questions. Remettre complètement à plat le système des retraites, avec 3 grands principes. Premier grand principe, un régime pour tout le monde. Quel que soit le travail que vous effectuez, vous êtes dans un régime général commun. Il n'y a plus de régimes spéciaux, il n'y a plus de régimes libéraux, il n'y a pas de régime agricole, il y a un régime pour tout le monde. Pour tout le monde. Votre heure de travail, votre mois de travail, votre année de travail, elle vaudra pour tout le monde. Deuxième principe, on comptabilise la retraite par points, comme on le connaît déjà sur les retraites complémentaires. Ce qui a 2 avantages, ça permet une grande lisibilité pour les gens. Savoir, à votre âge, monsieur, ou chacun a son propre compteur. Savoir, vous avez votre compteur et vous savez ce qui vous arrive. Ce qui vous permet d'ailleurs de vous arrêter avant l'âge de la retraite, si votre situation personnelle le nécessite, à la fois parce que vous avez un souci familial, mais également parce que vous avez un conjoint qui gagne mieux sa vie et qui est plus âgé que vous. Bref, permettre la lisibilité, l'adaptabilité aux familles. Et puis deuxième avantage, ça permet de prendre réellement en compte la pénibilité. Parce qu'évidemment, il y a des métiers qui est difficile de faire jusqu'à 65 ou 70 ans. Ça vous permet aussi de continuer, si vous souhaitez continuer. Un système qui s'applique à tout le monde, qui soit donc équitable, qui permette d'être très lisible et qui permette de tenir en compte la pénibilité. Troisième chose, ce système, par nature, il est équilibré, puisque c'est la valeur que vous donnez au point, chaque année, comme pour les régimes complémentaires, qui va déterminer le point d'équilibre. C'est un système qui serait juste. Alors évidemment, c'est refonder le régime des retraites. Mais c'est ça le projet. Et c'est pas une réforme. Je disais tout à l'heure, ils vont faire détester le mot de réforme, parce qu'à chaque fois qu'on dit réforme, qui dans la tête des gens dit on va changer quelque chose, en vérité, on ne change rien. Il faut arrêter. Quand le pays va mal, quand le système fonctionne mal, quand les retraites sont par terre, et cette réforme, dite réforme, n'aura même pas l'avantage d'équilibrer. Jean-Christophe Lagarde, ça ne sera même pas équilibré, faut quand même l'entendre. Le déséquilibre du régime des retraites va se poursuivre. Donc à quoi bon tout ce débat ? Vous avez entendu Jean-Christophe Lagarde. On va passer au chapitre fiscalité, puisque là encore, vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez lancé une pétition la semaine dernière sur les pigeonnés, selon votre propre terme, pour demander un échelonnement de l'impôt, du paiement de l'impôt pour les nouveaux contribuables pour cette année. Bercy a indiqué, lui, que 92% des nouveaux entrants dans l'impôt l'étaient parce que le revenu avait augmenté dans l'année qui suivait. Et en plus, avec la revalorisation de la décote, selon les arguments de Bercy, les plus modestes seront épargnés. Est-ce que votre pétition a un vrai sens ? On peut revenir en arrière, j'explique ? Alors, les pigeonnés, sur lespigeonnet.fr, pourquoi ? Parce qu'en réalité, les gens ont écouté le discours de Jean-Marc Ayrault, 28 septembre 2012, tout le monde peut le constater. 90% de l'effort fiscal pèsera sur les 10% des Français les plus riches. Il se trouve que vous avez 1 million de familles, au moins, débat entre 900 000 et 1,6 million. 140 000 selon Bercy. 900 000 et 1,6 million, grosso modo 1 million de familles, qui viennent de recevoir des feuilles d'impôt. Jusqu'à l'an dernier, elles étaient considérées comme trop pauvres pour payer les impôts. Cette année, le gouvernement les a considérées comme suffisamment riches pour payer les impôts. Ces gens-là ne pouvaient pas savoir en début d'année. Mais ça, c'est le gel du barème qui est décidé par le gouvernement précédent. Pardon ? Qui a voté le budget à la fin 2012 ? Non, mais comment est-ce qu'un journaliste attentif, excusez-moi, ça existait déjà l'an dernier. Comment est-ce qu'un journaliste attentif comme vous à la vie du Parlement pouvait dire que c'est la majorité précédente qui a décidé de ce gel du barème ? La majorité précédente avait voté un gel du barème, la majorité actuelle a voté le même gel. Voilà. Donc que chacun assume ses responsabilités. Le changement, c'eût été de dégeler le barème l'an dernier, pas cette année. Vous expliquez aux gens qui vont payer des impôts cette année que l'an prochain on va leur dégeler le barème, ça tombe bien, ils sont déjà rentrés dans l'impôt, ils n'en ressortiront pas. Il faut arrêter de se foutre du monde à un moment donné et être dans la vie réelle. Pardon, même pour les observateurs politiques, il ne faut pas reprendre ce que le gouvernement nous raconte. Et il se trouve que les gens qui sont là, qui sont astreints à payer 400, 600, 700, 800 euros d'impôts en fin d'année, ce qui en plus va déclencher leur fiscalité locale dont ils étaient pour une partie exonérés. Et la redevance télé. Et la redevance télé, c'est une avalanche d'impôts qui leur tombe dessus en fin d'année. Le gouvernement, les députés socialistes qui veulent faire croire que c'était pas eux, ont voté ça malgré tout, ont imposé ces gens qui ont considéré comme trop pauvres jusqu'à présent. Très bien, je ne rentre pas dans cette polémique, je peux en discuter, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a une urgence sociale. Vous avez des gens qui avaient jusqu'à aujourd'hui, pour payer, en l'occurrence, les impôts en question. Et quand ils n'ont pas les moyens de payer, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux, puisque ce sont des familles très modestes, ils n'ont pas pu prévoir, comme vous et moi, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, de mettre de l'argent de côté pour payer l'impôt. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être imposés. Je demande donc une chose simple au Premier ministre, qui ne coûte rien à la France, qui ne coûte rien au gouvernement. Est-ce que vous acceptez de façon systématique un étalement
des impôts en question? Et est-ce que vous acceptez que les gens ne payent pas les 10% de pénalité? Sinon, ils sont victimes de la double peine. Ces gens-là, ils font la queue chez le percepteur en ce moment. On peut revenir dans la vie réelle de ce million de familles? Et puis, je termine, monsieur, sur ce que vous m'avez dit, comment dirais-je, concernant, ils auraient gagné plus d'argent. Ben, on va dire les choses concrètement. Monsieur Cazeneuve, par exemple, il y a beaucoup de retraités. Bercy, hein, pardon, il y a beaucoup. Oui, d'abord, je demande d'avoir des chiffres et à vérifier parce que je n'ai pas confiance dans Monsieur Cazeneuve, dans les chiffres qu'il avance. Mais deuxième chose, pardon de vous le dire, les gens ont gagné 50, 60 ou 100 euros de plus. Ça fait partie des 91. Et ils reçoivent 400, 500, 600 euros d'impôts en plus. On trouve que c'est juste, c'est équitable. Pardon, comment disait le Premier ministre? Le redressement dans la justice? Je ne suis pas très sûr que ces gens-là ont senti la justice. Qu'il s'agisse de Brignoles, parce que des retraités à Brignoles, vous en avez un paquet, et peut-être qu'ils sont venus aussi faire payer au gouvernement son hypocrisie et ses mensonges. Savez-vous combien vous avez de signatures pour votre pétition aujourd'hui? Non, je n'ai pas regardé avant de venir, je suis désolé. Mais j'invite les gens. Il y a d'ailleurs les gens concernés. Pourquoi j'ai lancé cette pétition? C'est pas pour le plaisir de pétitionner, c'est parce que le Premier ministre à qui j'ai écrit il y a maintenant 3 semaines ne répond pas, le ministre du Budget refuse de répondre. Je veux juste qu'on réponde. S'ils nous disent non, ils nous disent non, on arrête la pétition. Mais plus il y aura de pétitions, plus ils seront obligés de répondre à la vie de ces gens-là. Monsieur Lagarde, il y a trop d'impôts, pour résumer. Comment fait-on pour baisser la pression fiscale et où fait-on des économies? Et l'UMP propose 130 milliards de réduction de la dépense publique. Est-ce que c'est un chiffre qui vous agrée? Et concrètement, comment fait-on? Non, 130 milliards, ça n'est pas réaliste et ça n'est pas faisable comme ça. Nous avons toujours dit qu'en fait, l'effort fiscal qui était à faire est un effort qui est à faire aux 2 tiers sur la dépense et 1 tiers sur la recette. C'est-à-dire que des augmentations d'impôts étaient nécessaires. Mais pas au point, entre guillemets, que le gouvernement l'a fait. 35 milliards d'euros l'an dernier, 15 milliards d'euros cette année. Tu parles d'une pause. On nous a rebattu les oreilles, et pardon, puisque vous êtes un média très interactif. Qui a vu la pause fiscale? On nous a rebattu les oreilles de la pause fiscale, et même toute la presse a repris en boucle qu'il y aurait 3 milliards d'impôts en plus et 12 milliards d'économies. Là, on est dans le réel, on arrive à l'Assemblée. Il y a 15 milliards d'impôts nouveaux. D'abord, les 6 milliards de TVA. C'est que pour les riches, la TVA? J'entendais François Hollande dire il y a 1 an et demi que c'était l'impôt le plus injuste. Les 6 milliards de TVA, c'est pas parce qu'ils ont été votés l'an dernier qu'ils vont pas commencer à être payés par les Français, par les familles, au 1er janvier 2014. On nous les passe à l'as, ça c'est la pause. Les 3 milliards qu'on applique sur les prélèvements obligatoires, toutes tendances confondues. Les familles qui sont mises en coupe réglée, où on vous... Alors, il y a un truc extraordinaire d'ailleurs. Sur le quotient familial, tu as une famille, 1 million de familles vont payer plus d'impôts, ça rapporte de mémoire 1,5 milliard. Sur les exonérations dont on bénéficiait préalablement. Puis alors on nous dit, bonne nouvelle, les députés socialistes ont sauvé la mise. On allait taxer les collégiens, il faut quand même que les gens sachent ça, on allait taxer les collégiens, les lycéens et les étudiants en université. Et bien grâce aux élus socialistes, merveilleux, on les taxe plus. Ah pardon, on a oublié de vous dire, le président Hollande, après avoir fait campagne contre la TVA sociale, qui augmente toute la TVA, et le taux intermédiaire augmente de 43%, une broutille, avait promis quand même, dans sa grande largesse, avait promis que la TVA à 5,5 allait passer à 5. Justement, la TVA sur la baguette. Eh bien, pas de chance, parce qu'on va épargner les étudiants, les collégiens et les lycéens, la TVA ne va pas bouger. En clair, j'avais prévu de vous faire mal là, comme vous criez un peu trop fort, je vais vous le faire de façon plus indolore. Je reprends ma question, où fait-on des économies? Oui. Alors, d'abord, première chose, ne pas augmenter les dépenses, ça serait déjà pas mal. Parce que je vous ferai remarquer que les milliards lancés dans les recrutements dans la fonction publique, les milliards lancés sur les contrats de génération totalement inefficaces, les annonces successives de dépenses sociales supplémentaires sont en train, en réalité, de faire exploser. On nous parlait d'économies. Où sont les économies? Je ne voulais pas amener, c'est dommage. Mais tout le monde peut le voir. Le budget de la France l'an prochain, les dépenses de l'État vont encore augmenter. Et si on prenait... Donc il n'y a pas d'économie. En France, on fait un truc génial. Il n'y a que la France qui fait ça. Enfin, génial, vous comprenez. Elles auraient dû augmenter de 15 milliards et elles augmenteront d'1,5 milliard. Oui, mais attendez, démagogie. Comment voulez-vous qu'après l'extrême droite fasse pas son beurre avec ça? Vous imaginez aller chez le banquier en disant « Monsieur le banquier, je suis à découvert, c'est vrai.
je gagne 1 000 euros par mois. D'habitude, je dépense 1 500. Bonne nouvelle, j'avais prévu de dépenser 1 800. Je vais continuer à dépenser 1 500, même 1 550. Et vous croyez que le banquier va vous sourire? On se fout du monde. Alors, quant aux économies, ce serait peut-être un peu long, mais il y a effectivement des économies à faire. D'abord, dans des exonérations, et c'est plusieurs milliards, dans des exonérations sociales dont bénéficient certaines entreprises qui n'ont pas d'efficacité économique. Depuis des années, nous disons par exemple les exonérations de charges sociales jusqu'à un 6 SMIC, on peut les descendre pour des grandes entreprises à 1,3. On peut, dans les collectivités locales, de façon régulée et programmée, pas comme on le fait là dans un hold-up de 4,5 milliards en 2 ans qui n'est pas programmé. Excusez-moi, vous savez, les collectivités locales, c'est comme un paquebot, c'est pas un hors-bord. Vous avez des dépenses qui sont engagées, des programmes qui sont engagés, vous ne pouvez pas les changer comme ça. On peut simplifier dans l'administration. Notre pays a cette maladie de produire une administration de papier qui d'ailleurs n'est même pas exploitée. Et on doit réformer les structures d'administration de l'État, disons les choses comme elles sont. Donc, mais ce n'est pas un effort, on claque des doigts. Nous estimons que 20 à 25 milliards d'économies sont possibles et nécessaires et que dans le même temps, il faut un choc fiscal en direction de la compétitivité. Pour faire simple, si on rendait, et c'est ce que nous avions proposé à travers la TVA sociale, une augmentation qui aurait servi à quelque chose, puisqu'on retirait les charges qui étaient correspondantes sur les salaires et les charges des entreprises, et qu'on le passait dans la consommation. Ça permettait, en un mot, ça permettait quoi? Ça permettait de faire payer notre protection sociale par des produits qui sont fabriqués en Chine. C'était quand même plus intéressant que de faire payer la TVA 43% de hausse sur le taux intermédiaire aux restaurateurs, aux artisans, qui ne sont pas délocalisables et qui sont payés forcément par les consommateurs. On va passer notre sujet, Jean-Christophe Lagarde, on va passer au municipal. On a une question très précise de Jean-Luc. Serez-vous candidat à nouveau à Drancy en 2014? Je verrai. Je vous dis tout simplement, il y a une réforme en cours qui me paraît extrêmement dangereuse. Ça intéressera sans doute pas tous vos internautes. La réforme territoriale et la métropolisation du Grand Paris. Cette réforme, qui pour le compte en est une, me paraît extrêmement dangereuse à plus d'un titre. D'abord, elle va faire des maires des gens qui vont expliquer pourquoi ils n'ont pas les moyens de faire la politique pour laquelle ils ont été élus. Ce qui est évidemment compliqué parce que vous allez vous retrouver avec des citoyens qui vont avoir en face d'eux le seul élu qu'ils connaissent et qu'on peut rencontrer dans la rue facilement, qu'on peut croiser, qui ne sera plus le responsable des grandes politiques menées. Tout ça serait géré par, deuxième problème, un monstre technocratique qui gère 6 millions d'habitants avec plus de 450 élus pour gérer ça, plus que le Sénat. On est fou. Parce que quand vous mettez 450 élus dans une machine, ce n'est pas les élus qui dirigent, c'est l'administration. Et puis, troisième problème, aujourd'hui vous avez la région Île-de-France. La région Île-de-France, elle est chargée de gérer le logement, le transport, la formation professionnelle, l'activité économique essentiellement. Et là, on va découper le logement du transport. Le plus grand problème dans notre région, c'est le mouvement pendulaire qui se fait tous les matins entre le domicile et le travail. Et on va dire, ceux qui vont s'occuper du domicile et ceux qui vont s'occuper de l'emploi, c'est plus les mêmes. Je trouve ça débile. Et ceux qui s'occupent des transports au milieu, on ne sait plus très bien qui c'est. J'attends la fin de cette réforme parce que si être maire, moi je suis passionné par mon mandat de maire, mais si être maire ne veut plus rien dire, alors ça pose des questions. Et il y a la question du cumul, donc la loi qui est en cours d'adoption au Parlement. Vous êtes pour ou contre le cumul? Je suis contre la loi et pour le cumul. Je pense là encore, comme d'habitude en France, on réagit sans réfléchir. Un bon équilibre serait, en l'occurrence, un mandat exécutif, c'est-à-dire un mandat où vous agissez, et un mandat représentatif. Cet équilibre-là, d'ailleurs, la plupart des élus qui sont dans cette situation-là parviennent à le faire. Je pense que, pour autant, la réforme est dangereuse. Alors, c'est très populaire, très populiste, je suis contre le cumul, je gagne. D'ailleurs, j'observe que c'est réellement dans cet esprit-là que le président de la République l'a engagé. Mais je veux juste pour maintenant, d'enregistrer, c'est très bien. On verra dans 10 ans. Vous savez ce qui va se produire? La première chose, c'est que les députés qui ne seront plus des élus locaux, qui seront conseillers municipaux, qui n'auront plus de poids local, vont être encore plus dépendants du président de la République. Parce que l'élection, elle a lieu juste après l'élection présidentielle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un pays comme le nôtre, qui est déjà le seul pays occidental, où le chef de l'État concentre tous les pouvoirs, il a peu de contrepoids au Parlement, vous aurez des parlementaires qui n'auront pas la capacité de contrepoids parce qu'ils dépendront totalement du président de la République. La deuxième chose, c'est que, on le voit là sur un certain nombre de nos collègues, l'idéologisation
du débat public va s'accélérer. Moi, je suis très frappé depuis des années, les gens ne s'en rendent pas compte, mais de voir que dans l'hémicycle, à certaines heures, quand il y a les présidents de conseils généraux, quand il y a les maires, etc., le débat n'est pas le même. On parle plus de la vie et moins des lubies. Vous avez entendu Christophe Lagarde. Est-ce qu'il y a 577 députés aujourd'hui, c'est trop? Oui, on pourrait réduire ça. Combien? 400? Oui, je ne sais pas quel est le bon chiffre. Mais environ. Mais je pense que oui, à 400 députés, on arriverait, mais en introduisant aussi la proportionnelle. Parce qu'un bon système, pour moi, c'est un système où on a des élus ancrés sur le terrain. Ceux-là devraient pouvoir cumuler. Et une partie qui représente les grandes tendances et les grands courants politiques aussi, parce que le débat idéologique, il est légitime. Mais quand il n'y aura plus que ça, eh ben, le décalage entre la vie réelle et le débat à l'Assemblée, il va s'agrandir. Avant d'aborder la dernière séquence de votre émission, Christophe Lagarde, on va vous interroger sur les Roms. C'est une chose, un terrain sur lequel vous êtes fait entendre dernièrement. Alors, un élu communiste parisien propose d'implanter un village d'insertion de Roms dans le 16e arrondissement. Est-ce que vous pensez que derrière la provocation, qui n'en était pas une d'ailleurs, c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une provocation? Se foutre du monde, excusez-moi, je me fiche qu'il le fasse dans le 16e ou pas. C'est un communiste qui vient dire on va mettre ça chez les riches pour les enquiquiner. Pourquoi pas? Il faudra déjà y mettre des logements sociaux. Mais c'est pas ça le sujet. Moi je suis très à l'aise là-dessus. Je suis le seul député français en 2004 à avoir voté contre l'intégration des 10 nouveaux pays européens. Parce que je pensais d'une part que les conditions, la fédéralisation de l'Europe n'étaient pas réunies, mais deuxième part parce qu'on n'avait pas traité ce problème, ce sujet-là des Roms, qui est un sujet spécifique. Quel est le sujet? Ces gens-là sont discriminés, esclavagisés depuis des siècles dans leur pays, la Bulgarie, la Roumanie. Forcément, ils ont tendance à vouloir enfuir à partir du moment où on a ouvert les frontières. Et dans le même temps, l'Europe donne des millions, des centaines de millions d'euros à la Bulgarie et à la Roumanie pour gérer l'intégration là-bas. Non seulement ça ne marche pas, mais ils ne le font pas. Pardon de le dire, ils ne le font pas. Et d'ailleurs, Mme Reding ferait bien de s'occuper un peu des bidonvilles qu'il y a à Bucarest plutôt que de venir faire des emplettes à Paris. Pardon, mais c'est tellement facile de critiquer la France et de fermer les yeux sur ce qui se passe en Roumanie. C'est un vrai sujet. Et où va l'argent? Et est-ce que cet argent, que nous payons d'ailleurs, est utilisé, sinon qu'on arrête de le verser? Bon. Deux choses simples, vous savez, plutôt que les coups de gueule de M. Valls, et avec des propos qui sont très discutables quant à la capacité d'intégration. Moi, je pense que tout le monde a la capacité d'intégration. Tout le monde n'en a pas la volonté. Tout le monde a la capacité d'intégration dans notre pays. Au lieu de parler fort, il ferait mieux d'agir juste. Agir juste, c'est appliquer la loi. Quel est le problème aujourd'hui des Roms? Au-delà de celui qui est de la Roumanie et de l'Union européenne et de Mme Reding. Quel est le problème factuel? Aujourd'hui, des gens envahissent des terrains, privés ou publics. Il n'y a pas une loi sur la propriété en France, on n'est pas en capacité d'expulser. C'est ce que fait le gouvernement, ce que font les municipalités. Et on laisse, se créer des bidonvilles. Pardon, mais ce n'est pas des camps. Je suis maire de Drancy, arrêtez de parler de camps. En revanche, ce sont des bidonvilles. On laisse se créer des bidonvilles depuis l'ancienne majorité et l'actuelle majorité. Il n'y a pas de changement. Appliquons la loi. On n'a pas le droit de s'installer sur un terrain. Vous avez à gauche des gens qui disent bah oui, il faut leur donner des logements. Ah bon, on va expliquer aux 3000 demandeurs de logements de Drancy que parce qu'ils ne sont pas en train de camper dans un bidonville, ils attendent depuis 6 ou 7 ans, les autres vont passer devant eux. Vous ne croyez pas que vous allez faire monter aussi un petit peu les tensions entre les populations? Et puis deuxième loi, c'est quand même le cœur du sujet, la loi qui, les gens ne le savent pas, ils sont certes membres de l'Union européenne, mais ils n'ont pas le droit de rester sur le territoire français plus de 3 mois s'ils n'ont pas les moyens d'y subvenir. Ce n'est pas le cas de 90% d'entre eux. La reconduite à la frontière et de mon point de vue l'interdiction de revenir, parce que si vous avez enfreint la loi, vous n'avez pas vocation à revenir 15 jours après, réglerait ce problème. Il faut que Mme Reding... Il faut une nouvelle loi. Pas du tout, il faut appliquer les lois existantes, d'accord? Les lois existantes permettent aux Roms de revenir. Non, elles permettraient à l'État français de dire vous avez été expulsé dans telles conditions et on vous interdit de re-rentrer dans le territoire national. C'est-à-dire que c'est pas 3 mois, je me fais virer 15 jours et je reviens 3 mois, parce que sinon c'est de l'installation permanente. Hein. On va passer à la dernière séquence de l'émission, il nous reste 5 petites minutes. On va tout simplement brosser l'actualité des 5 derniers jours, de la semaine dernière, et avoir votre réaction rapide sur chacun des événements. Mercredi dernier, le député UMP Philippe Leray avait caqueté durant la prise de parole d'une élue écolo. Il a été sanctionné. Est-ce que, selon vous, il y a un problème de machisme à l'Assemblée nationale? Bon, d'abord, la réaction de ce député est purement ridicule et inacceptable. Il a été sanctionné, tant mieux. J'espère qu'il n'était pas dans son état normal à ce moment-là.
Deuxième chose, est-ce qu'il y a un problème de machisme à l'Assemblée? Je ne le ressens pas, mais j'imagine que les femmes le ressentent peut-être plus que je ne le ressens moi. Je pense que les choses évoluent plutôt bien de ce point de vue-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de parité? Pas beaucoup de femmes chez vous à l'UDI? Il y a surtout un problème, en l'occurrence, c'est que les femmes qui ont été présentées n'ont pas été élues. Et c'est assez compliqué. Si vous n'avez pas la proportionnelle, vous savez, la parité, c'est quand même au bout d'un moment les électeurs qui en décident. On passe à jeudi, le Conseil d'État. Moi, je peux vous dire que le parti que je préside, Force européenne démocrate, a présenté autant d'hommes que de femmes. Et il se trouve, en l'occurrence, qu'il y a quelques hommes qui ont été élus et qu'on n'avait pas eu d'élus de femmes, je le regrette, mais je pense qu'il y en a qui le méritent et qui le mériteront et qui vont repartir à l'assaut et qui vont être élus. Il y a aussi une évolution de la société française. Maintenant, si on modifie les modes de scrutin, on a plus facilement la parité. Vous avez plus de problèmes aux élections municipales, vous avez plus de problèmes aux élections régionales. Donc ça veut dire qu'il y a une solution assez facile pour faire progresser les choses. Jeudi, le Conseil d'État a demandé une loi pour pouvoir ouvrir une salle de shoot à Paris, enfin pour pouvoir ouvrir des salles de shoot. Quelle est votre position sur le sujet? Est-ce que vous seriez prêt à en accueillir une, par exemple, à Drancy, si la loi le permettait? Alors, il faut de toute façon une loi, dit le Conseil d'État, et donc ce débat va venir, je crois, après les élections municipales. Enfin, c'est ce qu'a dit le gouvernement, si j'ai bien compris. D'ailleurs, c'est curieux de faire ça après les élections municipales, mais enfin, passons. Moi, je voudrais qu'on ne soit pas idéologue sur ce sujet-là. Des gens qui se droguent, quand on parle salle de shoot, c'est des gens qui se droguent à la drogue dure. Est-ce qu'ils sont plus à même d'être conduits vers les désintoxications quand on les laisse en face à face avec leurs dealers dans la rue? Ou est-ce que, si on les prend en charge dans une structure sociale, il y a plus de chances, entre guillemets, qu'on ait accès à eux? Je vais vous dire pourquoi. J'ai visité il y a une quinzaine d'années un sleep-in dans le 18e arrondissement. Ces gens-là, on les accueillait, pour faire très court, pour 10 francs à l'époque. Pour 10 francs, ils passaient la nuit, ils avaient un repas, ils pouvaient laver leur linge et le lendemain matin, il y avait une visite médicale gratuite. À l'issue de la visite volontaire, les gens n'étaient pas obligés d'y aller, à l'issue de la visite médicale gratuite, il y avait 25% de réussite de désintoxication. Quand on le fait sur injonction judiciaire, on a moins de 10% de réussite. Alors à la fois, pour sauver ces gens-là et pour améliorer la situation, je pense que c'est une expérience qu'il faut faire. Voilà. Mais qui a été caricaturée, qui devient idéologique aussi. Vous êtes d'accord? Un centriste, un humaniste, et moi je m'astreins à ça dans toute ma carrière politique. C'est une voix discordante dans votre famille politique. Je m'en fous. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce que c'est vrai? Je pense qu'au moins on essaye. D'ailleurs, notre famille politique, elle porte l'idée de l'expérimentation. Expérimentons les choses. Je pense que de laisser un héroïnomane dans la rue face à son dealer ne nous donne aucune chance de le sortir de sa dope. Et que si on est dans ce système-là qui ressemble un peu à ce que je disais, dans le sleep-in en question, on donnait tout, les gars on les accueillait parce qu'ils étaient junkies, on donnait tout à ces gens-là, le seul truc c'est qu'ils ne pouvaient pas s'y droguer parce que la loi l'interdisait, et ils allaient dans la cage d'escalier des voisins d'en face. C'est malin, c'est pas un peu faux cul? Allez, on passe à l'actualité de jeudi. Peillon annonce une refonte globale des programmes, en commençant par la refonte des maternelles. Est-ce que, à votre avis, le ministre a raison, alors qu'une autre réforme, en ce moment, la réforme des rythmes scolaires, fait encore beaucoup de remous? C'est pire que ça, monsieur. Il a lancé une soi-disant réforme des rythmes scolaires. Il va trop vite, surtout, je pense qu'il n'y a pas d'ordre et d'organisation dans sa tête et dans sa politique. Il a dit, les enfants vont travailler une demi-journée de plus, un peu moins longtemps dans la journée. Première réforme, elle n'est pas encore mise en place, elle est très contestée par les maires, parce que c'est un truc totalement inorganisable, c'est un foutoir, dans les choses comme elles sont. Donc si vous allez appliquer la réforme en 2014? C'est la loi, je n'ai pas le choix de faire autrement. Mais, comment dirais-je, c'est contesté par les maires, c'est contesté par les parents d'élèves, c'est contesté par les enseignants. Et au lieu, puisqu'il y a un quart à peu près des villes qui ont voulu se montrer bon élève, Paris, Aubervilliers, où c'est un succès génial, dans les villes qui ont commencé à arrêter en disant ça marche pas, etc. Au lieu de se dire, pendant l'année, on regarde ce qui fonctionne pas, si c'est utile ou si c'est pas utile. Monsieur Peillon, plus on lui pose de questions à l'Assemblée, dit ma réforme est géniale, ma réforme est géniale, ma réforme est géniale. Pardon de dire que ça, en général, c'est juste avant qu'un ministre de l'Éducation nationale se casse la figure. Une fois qu'il a mis ça en place, il nous a dit mais en 2015, on va réfléchir aux vacances scolaires. Tu pouvais pas faire les deux choses en même temps pour qu'il y ait un peu de cohérence dans la politique? Parce qu'en clair, on va réformer les rythmes scolaires, on va changer les rythmes scolaires des gamins. On travaille quand même sur des enfants, sur des familles. On va changer des rythmes scolaires à la rentrée 2014. Mais en 2015, on recommence, on rechange. Et puis maintenant, on change les programmes. Pardon, mais l'annonce la plus importante, en l'occurrence, que j'ai entendue moi ce week-end, c'est que M. Peillon est candidat aux élections européennes. Concrètement, ça veut dire quoi? Il est déjà plus ministre de l'Éducation nationale. Dans 7 mois, 8 mois, il veut partir du gouvernement.
Et en laissant le bazar qu'il a mis là, je pense qu'une pause est urgente et nécessaire. Observons ce qui se passe dans les villes où il y avait ce truc, cette mise en place de réforme. On s'aperçoit que ça ne marche pas bien. Et en plus, alors sur le fond, quelle est l'utilité ? Un enfant dont les parents travaillent dans ma commune, il va arriver à 7h30 le matin, pour les garderies scolaires, pour permettre aux parents d'aller travailler, il va ressortir à 18h, comme aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'il va avoir une demi-journée de plus le mercredi. On me dit qu'il sera moins fatigué ? On nous demande de faire 3/4 d'heure d'activité pédagogique par jour. D'accord. 8000 enfants, ça me demande 570 personnes. Formés ? Pour faire quoi ? Dans quels locaux ? Dans quelles conditions ? On nous dit, je vous dis ça juste pour conclure, on nous dit c'est une réforme qui va favoriser la réussite. Pardon, mais chez moi, on fait déjà beaucoup de choses pour la réussite scolaire, mais on se concentre sur les enfants qui ont des difficultés. On m'explique à quoi ça sert en maternelle ? J'aimerais comprendre pourquoi on réveille des enfants de petite section à 15h45 parce qu'ils changent d'animateur. C'est vraiment... Il manque une case à M. Payon, je le dis avec beaucoup de respect. C'est pas un problème de psychologie. Il lui manque la case de maire. Si un jour ce monsieur avait Vive été le maire, cumul. Non, oui, vous savez, ça permet d'avoir les pieds sur terre. Il serait meilleur ministre s'il était... Eh bien, si un jour il avait été maire, il se serait rendu compte que son truc, d'abord, n'est pas concerté, et deuxièmement, n'est pas applicable, et n'est sans doute pas... est inutile. Accessoirement, ça coûte très cher. Quand on vous dit, aujourd'hui tout le monde le reconnaît, que ça coûte 150 € par enfant, et que l'État dit qu'il va donner 50 €, ça veut dire qu'il y a 100 € à la solde du contribuable local. Ça dépend des communes. Et c'est donc une augmentation... ça dépend. Si vous faites rien, évidemment, ça vous coûte rien. D'accord. Actualité du week-end, nouveau drame de l'immigration en Méditerranée. Cette fois, c'était au large de Malte. Qu'est-ce que peut faire l'Europe pour empêcher ces drames ? Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de la réaction émotionnelle. C'est évidemment dramatique, c'est pas le seul endroit dans le monde. Dès que vous avez un point où il y a un peu plus de richesse et un endroit où on crève de faim, les gens feront n'importe quoi pour franchir les obstacles. Vous pouvez mettre des murs, des mers, etc. On a exactement le même problème dans les Comores, entre Mayotte et les autres îles des Comores, où des gens meurent dans des petits bateaux qu'on appelle les kwassa-kwassa sans jamais faire l'actualité. Bon. La seule solution, notre continent, pas plus que les autres continents développés, ne peut pas accueillir, comme le disait Michel Rocard, toute la misère du monde. Notre seule solution, c'est que notre continent se mobilise aussi pour le développement là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Parce que, jusqu'à présent, c'est essentiellement la France qui pousse ce sujet-là, et nos partenaires européens ne le font pas. Donc je pense qu'il y a d'abord le développement là-bas, parce que ces gens-là, ils ne prennent pas le bateau, et ils n'ont pas envie d'aller dans un pays dont ils ne connaissent pas forcément la langue, les usages, quitter leur famille, etc. Ils n'ont pas envie de partir pour le plaisir. Ils partent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et le développement, c'est du long terme, et là, il y a une situation d'urgence. Oui. Comment on fait ? D'accord. Eh bien, à force de répondre aux situations d'urgence depuis 25 ans, on ne fait jamais le long terme, et on aurait déjà réglé, amélioré le problème. Pardon. On aurait déjà réglé. Je voudrais qu'on arrête de réagir et qu'on réfléchisse. Le problème se reposera exactement dans 25 ans de la même façon. Je vous ferai remarquer qu'il y a 5-6 ans, ce n'était pas des gens qui se noyaient dans la Méditerranée, c'était des gens qui s'empalaient sur les barbelés dans le Sahara espagnol. Bon, alors il faut quand même qu'à un moment donné, on ne passe pas d'un sujet à l'autre. Moi, je voudrais rester sur ce sujet-là. Ce sont les conditions du développement avec ces pays, et il y a sans doute besoin, pour le compte, qu'on révise aussi un certain nombre, c'est pas donner de l'argent, un certain nombre de protocoles d'échange économique, qu'on achète les choses à leur juste prix, pas pour nous seulement vivre mieux, parce qu'à force de vouloir vivre mieux sur le dos de la misère là-bas, on finit par récupérer la misère ici. D'accord ? Deuxième chose, l'Europe, de mon point de vue, doit avoir une politique migratoire commune. Il y a un truc qui ne fonctionne pas, notamment dans Schengen, qui ne fonctionne pas à mes yeux. Aujourd'hui, le pays qui fait rentrer quelqu'un dans l'Union européenne, c'est pas celui qui va l'accueillir, qui va le maintenir, qui va le suivre, qui va l'intégrer. Si vous rentrez par l'Espagne, et que vous décidez de vous installer en France, la France n'a rien à dire. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Que les citoyens européens puissent se déplacer librement, parfaitement normal. Nous avons créé cette citoyenneté européenne. Mais que l'étranger qui rentre dans un pays de l'Union européenne, qui peut avoir besoin de lui, l'Allemagne va avoir besoin de millions d'immigrés dans les années qui viennent, puisqu'ils ont une démographie qui fait qu'il n'y a plus assez de jeunes pour travailler là-bas. Que l'Allemagne, dans ces cas-là, quand elle fait rentrer un étranger, elle le conserve là, au moins pendant un certain temps, pour qu'elle traite son intégration. Aujourd'hui, on a un système qui est à la fois une passoire dans certains pays, la Grèce, l'Espagne par exemple, l'Italie pour partie quand même, et ensuite la libre circulation à l'intérieur. Donc il y a nécessité de gérer ensemble les flux migratoires, et il y a nécessité de gérer ensemble ce co-développement. Est-ce que vraiment les matières premières que nous achetons dans un certain nombre de pays en Afrique doivent être payées aussi peu cher qu'ils n'ont pas les moyens de manger et de nourrir là-bas, et que donc ils viendront s'empaler sur tous les murs ou se noyer dans toutes les mers qu'on leur présentera et qui nous sépareront d'eux ?
Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans Direct Politique. Merci Michel. Merci. Merci à vous, chers internautes. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Direct Politique. À bientôt. Restez connectés.